Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour vous faire un petit atelier de sensibilisation sur la qualité de l'air et la sobriété énergétique, ou comment faire en sorte que ce qu'on va vous demander, ce qu'on va vous conseiller de pouvoir mettre en place dans vos établissements n'ait pas de répercussions négatives sur la qualité de l'air. Je me présente, c'est Mathieu Izard, je suis ingénieur qualité de l'air à Atmosud, qu'on voit sur la droite, qui est l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air dans la région. En gros, on a la surveillance réglementaire de la qualité de l'air dans l'ensemble de la région. Dès que vous entendez parler notamment d'un pic de pollution, c'est issu de nos données, de mesures ou de modélisation, donc de prévision de qualité de l'air. Et je vais laisser l'ALEC se présenter. Bonjour, donc moi c'est Arnaud Husneau, je travaille à l'ALEC, donc l'Agence locale énergie-climat. Voilà, notre territoire d'intervention ici, c'est Marseille-Provence et le pays d'Aubagne et de l'Étoile. La présentation va se dérouler en 3 temps principaux. Donc, il y a une partie de présentation sur les contextes, en distinguant à chaque fois l'approche qualité de l'air intérieur et sobriété énergétique. Ensuite, un temps sur les bonnes pratiques, de nouveau avec l'approche air et sobriété énergétique. Et enfin, un temps de synthèse. Sur le temps d'échange, en réalité, si vous voulez intervenir au fur et à mesure, c'est possible. Alors, la qualité de l'air, notamment intérieur, ce qu'on sait, c'est qu'on a une forte exposition aux polluants de l'air intérieur. La première chose, c'est que parce qu'on passe 70 à 90% de notre temps dans des espaces clos, à peu près tous en moyenne. Au sein des écoles, les enfants passent à peu près 36 heures par semaine dans ces espaces-là, et vous, en général un peu plus, parce que vous arrivez plus tôt et vous partez plus tard, donc vous avez une exposition relativement longue à la qualité de l'air à l'intérieur de ces établissements. La spécificité de l'air intérieur, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. En général 6 à 8 fois, tout simplement parce qu'on n'est pas à l'abri des polluants extérieurs à l'intérieur, contrairement à ce qu'on peut penser. Tous les polluants d'origine extérieure vont finir par entrer à l'intérieur en différentes quantités, donc on va les retrouver. Et à ça, on va rajouter la problématique spécifique des émissions de polluants à l'intérieur, notamment par les matériaux qu'on va pouvoir avoir ou les activités. En l'occurrence, si on regarde un petit peu dans cette salle, toutes les surfaces que vous allez pouvoir voir sont polluantes, à l'exception du verre qu'on a ici ou sur les fenêtres, qui est très inerte. Tout ce que vous voyez, le revêtement de sol, les meubles, le revêtement de murs et de plafond, les peintures, etc., même vos chaises vont pouvoir émettre des polluants. Et l'objectif, c'est systématiquement de choisir des matériaux qui sont les moins émetteurs pour avoir moins d'accumulation de polluants à l'intérieur de nos bâtiments. Donc il y a des techniques qui permettent de choisir des matériaux. Alors vous choisissez pas les matériaux dans vos écoles, mais vous pouvez le choisir notamment chez vous pour limiter les émissions de ces polluants. Vous avez une petite illustration ici de la différence entre des concentrations en ce qu'on appelle composés organiques volatiles à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. Vous voyez bien la différence de concentration entre les deux, comme quoi les niveaux sont plus importants à l'intérieur. Après, en fonction de l'exposition aux polluants de l'air intérieur, on a une estimation de l'ordre de 19 milliards d'euros par an, le coût lié à cette exposition aux polluants intérieurs, donc en France, ce qui est relativement important, et on voit qu'il y a un réel impact économique là-dessus, qui est un petit peu transparent en France, dans le sens que c'est essentiellement la sécurité sociale qui prend en charge ces frais-là, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, où c'est un argument un peu plus important. En tout cas, ça a un coût sociétal qui est très important et qu'il ne faut pas négliger.
Et finalement, on souhaite réellement avoir une bonne qualité de l'air intérieur, tout simplement pour éviter que les bâtiments ne dégradent la santé des occupants. En général, on a un bâtiment, c'est pour se protéger des intempéries, des températures, etc. et essayer d'avoir un certain confort, mais en aucun cas de dégrader la santé des occupants. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire en ayant une bonne qualité de l'air intérieur. Le deuxième avantage, c'est que avoir une bonne qualité de l'air intérieur permet de limiter la transmission des maladies infectieuses. Donc ça, on vous en a parlé avec la Covid depuis 2 ans et on a enfin appris qu'il fallait un petit peu ouvrir les fenêtres. Je parle du « on » au niveau sociétal. Voilà, effectivement, quand on améliore la qualité de l'air intérieur et donc on renouvelle l'air, en présence de personnes qui sont contaminées à la Covid ou d'autres virus, ces personnes-là vont émettre des virus dans l'air et ces virus vont être en suspension avec les petites micro-gouttelettes liées à notre respiration. Et forcément, si on renouvelle l'air, ces virus vont avoir tendance à aller vers l'extérieur, donc on va les diluer, donc on aura moins de charge virale et moins de transmission entre les personnes. Donc c'est le deuxième avantage. Et il y en a un troisième, c'est que améliorer la qualité de l'air, ça veut dire aussi améliorer le confort et les conditions d'apprentissage. Alors pourquoi les conditions d'apprentissage? Tout simplement que ici, là, on est tous en train de respirer et donc qu'est-ce qu'on fait quand on respire? On va consommer de l'oxygène et on va rejeter du CO2. Vous avez d'ailleurs des petites mesures de CO2 sur cet appareil-là. Je n'ai pas encore regardé les niveaux, mais j'essaierai un petit peu au cours de l'intervention. Et quand on rejette du CO2, forcément, on va augmenter les concentrations quand on est dans une pièce, ce qui fait que quand on n'a pas assez de renouvellement d'air, les concentrations en CO2 vont atteindre des niveaux qui sont relativement importants. Et donc on utilise le CO2 comme indicateur de confinement. En gros, plus on atteint des concentrations importantes en CO2, plus ça veut dire qu'il y a un gros confinement, qu'il y a un manque de renouvellement d'air. Et la spécificité, c'est qu'au-delà de certaines concentrations, au-delà de 1000 à 1300 ppm en CO2, ça provoque des effets de somnolence. Ce qui fait que ce n'est absolument pas propice aux conditions d'apprentissage. Et là, je ne sais pas si vous avez regardé en CO2 les concentrations qu'on a, mais normalement, on ne doit pas être dans des niveaux extrêmement importants. Ce qui fait que si vous vous endormez, ce n'est pas lié au CO2. Les symptômes de l'exposition aux polluants intérieurs, on va distinguer les symptômes à court terme, c'est quand on est exposé sur quelques heures à des concentrations qui sont importantes en polluants et où on peut avoir des effets immédiats de la pollution, c'est-à-dire déclencher des crises d'asthme ou déclencher des allergies. Mais on peut aussi avoir des maux de tête, des irritations, des éruptions cutanées, des nausées, de la fatigue, des vertiges, voire même une mort par asphyxie quand on est sur la problématique spécifique du monoxyde de carbone. C'est-à-dire quand on a des chaudières à combustion qui sont mal entretenues, ça peut arriver. Voilà. Mais globalement, on a tout un tas de symptômes très immédiats qui peuvent apparaître. Et après, on a des symptômes à plus long terme qui sont en lien avec l'exposition sur une longue durée à des niveaux de concentration. Donc ça va être un peu tout au long de l'année, entre l'exposition chez vous et l'exposition au sein de l'établissement, qui peuvent impacter des aspects plus, on va dire de manière plus longue, et donc réellement impacter notamment le système respiratoire, faire qu'on développe des maladies respiratoires ou avoir des troubles de la reproduction, des troubles neurologiques, des troubles du développement, des maladies cardiovasculaires, des effets cancérogènes, voire même des douleurs musculaires et articulaires. Donc on voit bien qu'on a un panel de symptômes qui est assez large et on voit bien l'importance de pouvoir gérer la qualité de l'air intérieur dans les établissements. D'autant plus que on y reçoit des enfants
qui sont plus menacés par rapport à cette pollution de l'air pour 3 raisons essentielles. Premièrement, ils ont un métabolisme qui est particulier, et des activités physiques plus importantes qui font qu'ils consomment 2 fois plus d'oxygène que les adultes. Donc ils ont un échange plus important avec les polluants de l'air, donc ils sont plus exposés. Ils ont également des organes respiratoires qui sont en plein développement, et l'exposition aux polluants de l'air peut altérer le développement de leur appareil respiratoire et donc faire qu'ils aient des problèmes à long terme, voire à vie entière. Et donc c'est assez problématique. Et troisième point, c'est qu'on a tous des cellules immunitaires à la surface des muqueuses respiratoires qui nous permettent d'éliminer les polluants. Et chez les enfants, ces cellules sont immatures et donc sont moins efficaces pour éliminer les polluants. Donc ils sont exposés plus longtemps et ça pose plus de problèmes. Et le constat, c'est que dans les écoles, à l'échelle nationale, il y a un manque cruel de renouvellement d'air. Le premier constat, c'est qu'on a 75% des écoles qui n'ont pas de système de ventilation mécanique contrôlé. Un système de ventilation mécanique contrôlé, c'est les petites réglettes au-dessus des fenêtres, et dans les pièces humides ou d'autres pièces, on a des extracteurs d'air, comme vous pouvez avoir chez vous notamment. On peut faire un petit sondage comme ça. Est-ce que quelqu'un sait dans la pièce si, en tout cas, il y a un système de VMC dans son école ? Voilà. Bon, vous ne le savez pas, ou vraisemblablement il n'y en a pas. La proportion tout à l'heure, en général, il y a une personne dans chacun des groupes qui a une école avec un système de ventilation. Donc voilà, la proportion est assez respectée. Et vous allez voir un petit peu tout à l'heure l'importance d'un système de ventilation mécanique. Ça veut dire que dans 75% des écoles, le renouvellement d'air ne se fait que par l'ouverture des fenêtres, d'accord ? Et le constat, c'est qu'à l'échelle française, on a 69% des écoles avec des indices de confinement qui sont élevés à extrême. L'indice de confinement, on le voit ici, c'est élevé 3, 4 très élevé et 5 extrêmes. Donc dans 69% des écoles, on n'a absolument pas assez de renouvellement d'air pour gérer la qualité de l'air intérieur. À l'échelle de la ville de Marseille, on voit qu'on est dans des proportions qui sont assez similaires, même si c'était sur moins d'établissements. On a 78% des salles de classe avec un confinement élevé à très élevé. Donc on voit qu'on est à peu près dans les mêmes proportions. Alors pourquoi on a autant de problèmes de confinement? Tout simplement parce que la seule réelle rénovation énergétique qu'on a pu faire au fil des ans, c'est de changer les fenêtres. Et donc les fenêtres qui auparavant dans nos écoles anciennes étaient de vraies passoires, et donc on sentait des mouvements d'air une fois que les fenêtres étaient fermées. Là, ce sont des fenêtres qui sont beaucoup plus performantes et complètement étanches à l'air. Et le problème, c'est que en mettant ces fenêtres sans installer de système de ventilation pour compenser le confinement que ça va occasionner, et forcément on va rendre un peu les ambiances intérieures des écoles un petit peu comme des Tupperware, donc sans renouvellement d'air. En tout cas, on va confiner de manière très importante. Donc c'est quelque chose qui, c'est pas une spécialité de la ville de Marseille, hein, c'est quelque chose, une tendance à l'échelle nationale où on a fait un petit peu cette augmentation de confinement par le changement des menuiseries. Et donc, le maître mot, c'est qu'il faut que les économies d'énergie qu'on mette en place ne se fassent absolument pas au détriment de la qualité de l'air et du confort. Sur l'approche du contexte, sur la sobriété énergétique, on a essayé de regrouper les 4 grandes thématiques qui poussent à parler de sobriété énergétique et en particulier de rénovation énergétique. Donc le premier, pour faire le lien, c'est d'améliorer le confort et la qualité des bâtiments. Là, on a eu un certain nombre d'exemples sur tout l'intérêt de faire de la rénovation énergétique performante, parce que comme ça a été évoqué dans les années précédentes, les rénovations énergétiques ne considéraient pas forcément la question de la qualité de l'air, ne prenaient pas forcément bien en compte les questions de ventilation et d'aération.
Donc là, voilà, un des contextes va être donc l'amélioration du confort des usagers. Il y a aussi donc la qualité des bâtiments, parce qu'en réalité, quand on respire, on dégage aussi de la vapeur d'eau, et à terme, ça représente une certaine quantité d'eau par personne, par jour, qui s'infiltre dans les structures du bâtiment. Donc il y a un intérêt pour la préservation des bâtiments à faire une rénovation énergétique performante. Un élément qui est peut-être qui est le plus connu, c'est donc de participer à la réduction de l'impact environnemental. On ne va pas refaire tout un exposé sur toutes les conférences pour le climat, toutes les conséquences dont on a plus ou moins connaissance sur le réchauffement climatique. Là, ici, l'idée, c'était de montrer juste un diagramme qui mettait en avant le fait que en France, c'est une donnée qui est à peu près stable depuis un certain nombre d'années, c'est que le secteur du bâtiment et du tertiaire représente 43% des consommations énergétiques. Donc si on veut parler de sobriété et d'économie d'énergie, on est obligé de s'intéresser à ce secteur-là. Ça représente aussi 25% des émissions de CO2. Voilà, un autre aspect ici, c'est réduire la facture énergétique, donc réduire les charges. Ça, c'est peut-être celui qui pousse, qui est l'un des plus gros moteurs de l'actualité là pour parler de sobriété énergétique. Sur ce graphique, l'idée, c'est pas non plus de connaître le cours de l'évolution du kilowattheure électrique. Le kilowattheure électrique, c'est la quantité, c'est un kilogramme d'énergie. Donc, pour donner un ordre de grandeur, une bouilloire, c'est 1000 watts. Donc, c'est 1 kilowatt. Et c'est un kilowattheure, c'est une bouilloire pendant 1 heure. Voilà, ça, là, juste pour l'ordre de grandeur, ici, on est en 2001, ici, on est en 2022. Là, on a la crise de l'immobilier aux États-Unis. On constate que le pic là, actuel de l'évolution du coût de l'électricité est sans précédent. Après, pour les petits détails un peu de contexte sur le coût de l'énergie et l'approvisionnement en énergie, c'est que, bon, bien sûr, vous savez qu'il y a la guerre en Ukraine qui pèse énormément sur ce coût, mais en réalité, il y a d'autres facteurs qui font que c'est des ressources qui vont être toujours plus en tension. Là, un tout petit élément, peut-être, c'est le fait de rappeler que la Chine est toujours dans sa politique de zéro Covid, a priori, et dès lors qu'ils vont en sortir, ça va être aussi un appel, il va y avoir un appel en ressources énergétiques très important. Et donc, on n'est pas parti pour que le coût de l'énergie retrouve des valeurs comme on avait par le passé. Ensuite, il y a un autre enjeu, c'est donc de répondre à la réglementation. Ici, sur ce graphique, l'idée, c'est pas non plus de connaître toutes les réglementations thermiques, c'était plutôt de montrer que la première date de 1974 et qu'à partir des années 2000, on a vu qu'il y a de plus en plus de réglementations qui ont vu le jour, pour donner quelques détails quand même, en 1974, quand on parlait de rénovation énergétique, c'était mettre quelques centimètres de polystyrène sur les murs et de créer un peu tous ces thermos, ces Tupperware dont on parle. On ne se préoccupait pas forcément des conditions des usagers. Et donc, plus les années ont avancé, plus on a commencé à parler de questions de ventilation, d'aération, aussi de type de matériaux qu'on allait employer pour gérer l'humidité dans les bâtiments, dans les parois, et permettre une structure plus pérenne des bâtiments. Pour donner un focus donc, sur la ville de Marseille, là, le parc scolaire, ça représente 720 000 m² de surface pour 470 écoles. Ça représente aussi donc 42% des consommations totales. Et avec pour premier poste de consommation le chauffage. Là, il y a eu une première campagne d'audit énergétique
qui ont été faites sur 45 écoles. La tendance qui était observée sur quasiment toutes les écoles, tous les audits, c'était qu'on était à 80% des consommations sur le poste de chauffage avec du chauffage gaz. Donc voilà, ce qui mène la ville de Marseille à élaborer notamment un plan école avec, là on a repris quelques mesures, mais donc la mesure principale, on va dire que c'est la rénovation globale de 30 à 40% des écoles avec un objectif de réduction de 40% des consommations énergétiques. Il y a le reste du parc des écoles qui auront aussi des rénovations ciblées, c'est des rénovations partielles, avec un objectif qui est là de moins 20% de consommation énergétique. Un autre aspect, c'est le fait de travailler de manière plus rapprochée, on va dire, des titulaires des marchés d'exploitation et maintenance. Donc là, la ville de Marseille a relancé son marché, a intégré plus de questions de performance des équipements et de suivi aussi des équipements. C'est-à-dire que le principe, c'était d'éviter de rester avec des équipements qui restaient HS pendant plusieurs années. Donc voilà, donc là, l'idée en présentant ces démarches, c'est le fait de dire que tout le monde va être impliqué et à plus ou moins long terme sur ces questions de sobriété énergétique. Parce qu'une rénovation globale sur 30-40% des écoles, ça ne se fera pas l'été prochain, a priori. Enfin, ça va plutôt être des actions qui vont être plutôt sur le moyen terme et des actions qui vont être un peu plus directes. Voilà. Ensuite, donc, il y a des actions de sensibilisation qui vont être mises en œuvre. Et un autre aspect qui concerne les écoles, c'est le fait de végétaliser aussi des cours les cours d'école. Donc voilà, ça c'est quelques éléments sur le contexte de la sobriété énergétique. Et on va passer à quelques éléments sur les bonnes pratiques. Effectivement, on va passer aux bonnes pratiques sur l'air intérieur. Et finalement, pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur, il y a deux principes essentiel. C'est valable autant dans les écoles que chez vous, donc c'est assez important. Le premier, c'est de limiter les sources de pollution. Finalement, tous les polluants qu'on ne va pas émettre, c'est autant de polluants qu'on n'aura pas à évacuer. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des matériaux qu'il faut pouvoir choisir pour avoir une moindre accumulation de polluants. Et là-dessus, vous avez des choses que vous pouvez utiliser, notamment maintenant il y a un étiquetage sanitaire. Si vous voulez faire des travaux chez vous, qui va de A+ à C, c'est la même chose que pour l'électroménager et la consommation d'électricité. Vous choisissez des matériaux A+, vous savez que vous avez des matériaux qui sont moins émetteurs. Pour l'ameublement, il n'y a pas d'étiquetage sanitaire, donc c'est un peu plus complexe. Par contre, je peux vous donner un peu une anecdote, c'est-à-dire que c'est vrai que ces problématiques de pollution ne sont pas visibles. Donc finalement, ça peut paraître un petit peu abstrait, on a du mal à comprendre que ça existe. Pour autant, quand vous achetez un meuble chez le géant suédois ou chez ses concurrents, un meuble en kit, et que vous ouvrez le carton, il y a une odeur très particulière de meuble neuf que vous devez bien connaître. Cette odeur, c'est l'odeur, notamment en partie, de la star des polluants en air intérieur, le formaldéhyde, accessoirement polluant cancérogène certain. Et donc quand vous le sentez vous sentez cette odeur-là, ça veut dire que les concentrations sont relativement importantes, mais c'est sur une courte durée. Donc ça ne va pas vous poser de problème sur la santé. Par contre, quand vous sentez l'odeur, vous avez l'information qu'il y a des polluants qui sont émis et qui au fil du temps vont se dégazer et ne vont plus occasionner de problèmes d'odeur. Mais vous avez aussi les activités qu'on peut avoir à l'intérieur ou tout simplement l'entretien. Quand vous utilisez les produits d'entretien, il y a des émissions qui sont très importantes en polluants qu'il faut pouvoir justement compenser. Et du coup, le deuxième principe,
pour compenser, c'est d'évacuer ces polluants à l'extérieur, parce que voilà, tous les polluants qui ont pu rentrer ou être émis à l'intérieur, il faut pouvoir les diluer. Et pour ça, le moyen, c'est de renouveler l'air, et de manière réellement en mettant que la casquette en lien avec l'air intérieur, plus on va renouveler l'air, mieux c'est pour évacuer ces polluants vers l'extérieur et diminuer leur concentration à l'intérieur. Du coup, le renouvellement d'air peut être fait par deux manières, soit l'ouverture des ouvrants, soit avec une ventilation mécanique contrôlée, mais voilà, ici dans ce groupe, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de ventilation dans les écoles. On va quand même comparer les avantages, en tout cas l'évolution des concentrations en CO2 et humidité relative en fonction de la simple ouverture des fenêtres ou avec une ventilation mécanique contrôlée. Quand vous êtes en début de matinée, les concentrations en CO2 sont on présente les concentrations qu'il y a à l'extérieur. Donc en moyenne, on a autour de 400 ppm de CO2 à l'extérieur. Puis on est tous là en train de respirer et rejeter du CO2, donc on a une augmentation des concentrations. En l'occurrence là, c'est dans un exemple où les fenêtres est très étanche et du coup occasionne un confinement qui est important. Donc on atteint des niveaux qui sont déjà vraiment importants en CO2. Puis à l'intercours, quand on ouvre les fenêtres, on a une chute très significative des concentrations, mais sans atteindre les mêmes niveaux avant l'occupation. Et donc on part de plus haut et en fin de matinée, on arrive sur des niveaux qui sont très importants, voire extrêmes dans cet exemple-là. On a exactement la même dynamique sur l'humidité relative qui fait que on a, avec l'humidité qu'on rejette, la possibilité d'avoir des augmentations et atteindre des niveaux d'humidité de 80%. Ça vous donne l'ambiance un peu presque tropicale qu'il peut y avoir dans certaines salles de classe où on rentre, c'est chaud et humide, absolument pas agréable. Ça donne ces types de sensations-là. Avec un système de mécanique contrôlée, forcément on commence aux mêmes concentrations le matin et on a une augmentation des concentrations en présence des occupants, mais qui va atteindre des niveaux beaucoup plus bas parce qu'on a ce renouvellement d'air constant. Pendant l'intercours, si on n'ouvre pas la fenêtre, on a une légère baisse des concentrations, donc on part de plus haut, mais finalement on n'atteint jamais des niveaux qui sont réellement importants parce qu'on a ce renouvellement d'air constant. Donc on voit que finalement quand tu auras la fameuse rénovation des 30 à 40% des écoles, avec vraisemblablement la mise en place de systèmes de ventilation, on aura une meilleure gestion de la qualité de l'air intérieur et du confort. En attendant, il n'y a que l'ouverture des fenêtres qui peut permettre cette aération, d'où l'importance de pouvoir aérer de manière régulière. Et donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place une stratégie de renouvellement d'air dans l'établissement, où il faut ouvrir régulièrement les fenêtres de manière traversante. Et ça, c'est assez important pour que le renouvellement d'air, l'ouverture des fenêtres soit réellement efficace. Alors, vous allez me dire, ça dépend des environnements, des salles de classe, etc. Ça peut être compliqué à faire. En général, vous avez une salle de classe avec des fenêtres qui donnent d'un côté et de l'autre côté, vous avez le couloir d'accès à la salle de classe. Et dans ce couloir d'accès, il peut y avoir des fenêtres qu'il faut ouvrir à ce moment-là pour réellement créer le courant d'air qui permet d'avoir une très bonne efficacité de renouvellement d'air. Et en période froide, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas ouvrir pendant des périodes trop longues pour éviter d'avoir une baisse des températures, notamment des matériaux. Effectivement, si vous ouvrez pendant 45 à 50 minutes les fenêtres en plein hiver, finalement, vous allez avoir une baisse des températures de l'air qui va réellement impliquer une baisse de la température des parois. Sur 5 à 10 minutes, vous baissez un peu la température de l'air, mais finalement, vous ne baissez pas la température des parois, qui fait que quand vous refermez la fenêtre,
les parois elles restituent leur chaleur et vous avez exactement les mêmes températures, donc c'est pas un souci. Et on sait que sur cette période, de manière traversante, on a réellement une efficacité qui est importante. De manière complémentaire, on parle au moins 3 fois par jour, on peut le faire aussi quand on a l'information qu'il y a trop de confinement. Et pour ça, on a besoin d'appareils de mesure de CO2 pour donner l'indication, même si à vue de nez, c'est le cas de le dire, quand on rentre dans une salle de classe et qu'on sent un peu des odeurs corporelles des enfants et qu'on sent cette ambiance un peu tropicale, on sait qu'il y a des confinements qui sont très importants. Mais par contre, l'appareil de CO2 peut venir réellement mettre en évidence ce qu'il est nécessaire de faire en termes de renouvellement d'air, parce que forcément, comme on rejette tout le temps du CO2, en présence d'occupants, les concentrations augmentent. Et finalement, quand les concentrations deviennent trop importantes, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de renouvellement d'air. Donc, l'appareil de mesure de CO2 permet d'indiquer quand il est nécessaire de mieux renouveler l'air et donc d'ouvrir les fenêtres. Donc vous avez ici un exemple. Alors je ne sais pas si on est arrivé à être dans le jaune tout à l'heure. Non, on n'en est pas loin. On est à 748. Au-delà de 800 ppm, qui correspond à la valeur repère du Haut Conseil de santé publique. En gros, la valeur qu'on essaie de ne pas dépasser. En dessous de cette valeur, on considère qu'on n'a pas de problème de renouvellement d'air. Donc nous, c'est notre cas ici. Et après, on a une valeur d'action rapide à 1500 ppm, qui est la valeur qu'on ne veut absolument pas dépasser. D'accord ? Entre les deux, quand on est entre 800 et 1500, ben, on peut mieux faire et il vaut mieux commencer à ouvrir les fenêtres. Quand on est supérieur à 1500, on ne réfléchit pas, on ouvre les fenêtres parce que c'est vraiment important. Donc vous voyez ici la différence sur les mesures de CO2 où on voit que bon, ben, quand on est autour de 500 ppm en CO2, tout va bien. Et quand on dépasse les 800 ppm, on est dans le jaune avec marqué aéré SVP. Et si vous dépassez les 1500 ppm, il y a marqué aérer vite et on est en rouge, on comprend réellement le niveau d'information. L'objectif ici est d'impliquer un changement des comportements de manière immédiate. Il y a une mesure en direct, c'est très réactif. Vous savez quelle concentration il y a, vous savez s'il faut ouvrir les fenêtres. Vous ouvrez les fenêtres, vous avez une chute drastique des concentrations et vous retombez dans le vert de manière très très rapide et ça permet comme ça de toucher un peu du doigt la problématique et l'importance du renouvellement d'air. Ouais, je veux bien, merci. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que la ville de Marseille en fait, a équipé l'ensemble des écoles en capteurs de CO2. Le problème, c'est que ces capteurs de CO2 sont bien souvent dans les placards. Ça a été fait en lien avec la Covid, mais vous avez compris qu'il n'y a pas que la Covid dans la vie, il y a aussi la gestion de la qualité de l'air. Et il y a eu un capteur par école. Donc dans chacune de vos écoles, il y a un capteur. Si vous ne l'avez pas vu, c'est clairement, il a été mis directement au placard, on ne l'a même pas présenté. Et donc, il est très important qu'il soit utilisé à double titre. Déjà, il y a eu un investissement massif pour équiper l'ensemble des écoles. Et puis, tant qu'à faire, c'est un outil qui permet réellement d'améliorer le renouvellement d'air. Donc ce capteur par école, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un par salle de classe, il y en a vraiment un par école. Il peut être utilisé par les enfants et les enseignants avec un roulement des classes pour que chacun puisse évaluer la fréquence et la durée nécessaire d'ouverture des fenêtres dans les salles de classe. Par contre, il est important que ces capteurs soient associés à de la sensibilisation. En gros, on vous met un capteur qui est là en vert, en orange ou en rouge, on ne vous dit pas à quoi il sert, ça fait un capteur de plus et finalement on ne va pas trop l'utiliser. Donc la sensibilisation est extrêmement importante et c'est un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. Après, pour les enseignants, il y a des outils qui sont à disposition qui s'appellent notamment L'air et moi, que vous pouvez également utiliser et télécharger parce que ça permet de présenter de manière très simple et intuitive des informations qui peuvent être assez complexes. Voilà, c'est des choses qui sont complètement gratuites et que vous pouvez utiliser. Et ces capteurs peuvent être également utilisés par vous-même de manière ponctuelle ou pour un suivi un peu plus long.
en différents endroits. Il peut y avoir des mesures dans le réfectoire qui est utilisé de manière très importante une fois par jour, donc spécifiquement sur ces périodes, ou alors dans les classes aux intercours, et avec le même objectif, évaluer l'effet de l'ouverture des fenêtres sur la baisse des concentrations en CO2 pour voir un petit peu à quel point il faut ouvrir. Attention tout de même que pendant les intercours dans les salles de classe, forcément il n'y a plus d'enfants, donc il n'y a plus les émissions de CO2. Et ce qu'on va voir, c'est la capacité à réduire les concentrations quand il n'y a plus d'occupants. Et donc, les recommandations générales, vous l'avez compris, j'ai commencé à insister sur l'aération traversante qui est importante. Avec une aération traversante, l'ensemble du volume d'air est renouvelé en quelques minutes. Donc ça suffit quelques minutes, il n'y a pas besoin d'ouvrir pendant 45 minutes. On va distinguer la période froide et la période tempérée. En période froide, du coup, si on ouvre les fenêtres pendant une période qui est trop longue, au-delà de 15 minutes, ça implique une perte de calories, ou en tout cas de chauffage, qui est complètement inutile du coup. Et donc, on conseille 5 à 10 minutes d'ouverture de fenêtre de manière traversante, au minimum 3 fois par jour. Et quand l'air est confiné, quand on a la chance d'avoir un capteur de CO2, ce qui est le cas dans l'ensemble des écoles de Marseille. Et du coup, de manière générale, il est préférable de réaliser une fréquence importante d'ouverture des fenêtres et sur une courte durée, plutôt que de faire une grande période assez importante. Et sur le nettoyage humide, alors on a compris avec les précédentes interventions que finalement, notamment dans le réfectoire, il n'y avait pas trop le choix de laver à grandes eaux, mais pour les autres pièces comme les salles de classe, le fait de laver à grandes eaux va faire qu'on va être obligé de laisser ouvert pendant une période assez longue pour réellement que ça sèche. Donc il faut que ça puisse être compatible avec une ouverture qui n'est pas trop longue, mais par contre qui est réellement fréquente. Par contre, en période tempérée, vu qu'on a à peu près les mêmes températures intérieures et extérieures, l'ouverture des fenêtres, si on peut la faire de manière constante, c'est le mieux. On ouvre le plus longtemps possible parce qu'on n'aura pas de déperdition d'énergie, donc ça n'aura pas de conséquences sur les économies d'énergie. Attention, il y a aussi des problématiques de nuisances acoustiques, s'il y a le passage d'une route, etc. Donc il y a ces aspects-là, mais de manière générale, par rapport à la qualité de l'air et aux économies d'énergie, c'est une ouverture la plus longue ou la plus fréquente possible sur cette période. Alors moi je vais vous parler de tout ce qui est question de sobriété, les bonnes pratiques. Et je vais commencer par le sujet d'actualité qui est, on vous demande, même chez vous, de descendre le chauffage à 19 degrés. C'est bien gentil, mais est-ce que vous savez combien, parce que normalement vous êtes à 20 degrés initialement, bon, souvent plus vers 21, 22, est-ce que vous savez combien d'économies d'énergie descendre d'1 degré vous permet d'économiser? 7, oui, 7%. Alors ça, c'est quelque chose qui commence à devenir assez connu du grand public, mais voilà. C'est 7%, c'est pas négligeable, c'est effectivement important. Là, la politique de la ville de Marseille, c'est de conserver sur les écoles, vu que le bâti n'est pas forcément bien isolé, conserver une consigne à 20 degrés. Moi, ce que je vais vous donner, c'est des astuces pour continuer à bien vivre et voir augmenter le confort que vous avez actuellement, tout en essayant de glaner un peu des économies d'énergie de manière complètement gratuite. Donc voilà, on en a entendu parler dans l'actualité, ça a fait rire beaucoup de monde. Le pull, adapter sa tenue vestimentaire à la saison, c'est important. Donc on parle de pull, mais on peut mettre également des collants sous les vêtements. On est conscient que la ville de Marseille vous donne pas de tenue adaptée à la saison. Ça a été remonté, donc peut-être que vous allez avoir une surprise d'ici, je ne sais pas, peut-être un mois, et vous allez retrouver des tenues avec un peu plus chaudes. Voilà. Ce qui est très important, c'est que vous avez peu de radiateurs en général dans les écoles. Il est important de les dégager. Pas mettre de vêtements, pas mettre d'étagères devant, parce que si c'est le cas, vous allez avoir une diffusion de chaleur qui ne se fait pas bien. Donc vous allez avoir un îlot où il va y avoir de la chaleur,
un îlot, ça va être très froid et ça va être très inconfortable. Donc ça, c'est très important, dégager les radiateurs. Ça permettra d'économiser également de l'énergie puisque les chauffages, ils produiront de l'énergie beaucoup plus facilement. Ils vont moins pousser. Profitez au maximum de la chaleur solaire quand c'est possible, parce que je sais que certaines écoles sont pas forcément bien orientées ou alors n'ont pas forcément de très grandes ouvertures. Donc dès que c'est possible et qu'il y a le soleil qui peut rentrer, vraiment enlever tout ce qui est rideau ou obstruction. Donc pareil, éviter de mettre des étagères devant les fenêtres. Je sais que des fois, ça se fait dans les écoles. Vraiment essayer de sensibiliser à ça. Aérer, ça permet, comme le disait mon collègue, d'améliorer la qualité de l'air, mais ça permet également de faire sortir l'humidité. Et en fait, un air sec, on a une sensation beaucoup plus de chaleur que pour un air humide à température égale. Donc si en fait on aère suffisamment régulièrement sur une courte durée, eh bien on va avoir un air beaucoup plus sec à l'intérieur et donc une sensation de confort beaucoup plus importante. Ensuite, en dehors des périodes d'aération, c'est important de fermer les portes parce que les couloirs des fois sont moins chauffés ou alors il y a encore les fenêtres qui ne sont pas tout à fait étanches et donc il y a de l'air qui va s'introduire et les courants d'air parasites, c'est une source très importante d'inconfort et donc avoir les portes fermées peut réduire le nombre de ces courants d'air. Et enfin, alors j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas énormément de volets dans les écoles, mais peut-être chez vous, vous avez l'habitude de fermer les volets la nuit. En fait, c'est tout simplement parce que les surfaces vitrées qui ne sont pas opaques laissent passer la chaleur par rayonnement. Donc en fait, si vous fermez les volets, ça va bloquer cette échappée de chaleur vers l'extérieur et permettre le matin d'avoir moins de puissance émise pour chauffer les locaux à l'intérieur. Excusez-moi. Ensuite, je voulais vous parler également de efficacité du système de chauffage, même si vous n'avez pas la main dessus, parce que c'est important, je pense, de savoir comment ça fonctionne. Alors, il y a des décrets et des circulaires qui annoncent une obligation de diminuer les chaleurs pendant la température de chauffage pendant les périodes d'inoccupation, notamment la nuit, baisser de 2 degrés, comme on l'a dit, comme 1 degré c'est 7% d'économie, 2 degrés c'est 14%, donc c'est quand même bien conséquent. Et pendant les vacances et les week-ends, donc en dessous de 48 heures d'absence et au-dessus de 48 heures d'absence, c'est important de diminuer parce que en fait, il y a une idée reçue qui est en fait laisser tout le temps à température constante, ça consomme moins que si on fait un pic d'énergie au lendemain. En fait, c'est une idée reçue, c'est tout à fait faux. C'est beaucoup plus efficace, surtout dans les bâtiments déperditifs, de donner un coup de boost au moment juste avant occupation que chauffer pendant une longue période où en fait la chaleur elle va directement aller à l'extérieur, enfin j'exagère hein, mais elle va aller très facilement à l'extérieur alors que c'est pas nécessaire. Voilà. Réguler, programmer, c'est tout simplement permettre d'avoir un ensemble homogène de chauffage à l'intérieur d'une même école, plutôt que d'avoir une classe qui est chauffée à 30 et une classe qui est chauffée à 20 parce que le système il passe à l'extérieur à un moment donné et il re-rentre et du coup les chauffages ils émettent pas une chaleur similaire. Donc ça permet de gagner de l'énergie, c'est en cours d'études à la ville de Marseille. Et également entretenir régulièrement la chaudière, c'est ce qu'on disait avec les contrats de performance et de maintenance. Donc ça, c'est quelque chose qui était utilisé. Maintenant, on parle beaucoup de chauffage parce que c'était le poste le plus important, on l'a vu tout à l'heure, mais par contre, on consomme également de l'électricité. Donc on va parler ici de l'éclairage. Éteindre la lumière en sortant, je pense que c'est une pratique qui est devenue assez courante, qui a été beaucoup mise en avant il y a quelques années. Et donc c'est assez systématique, mais pas encore tout à fait bien ancré dans les pratiques. Donc vraiment penser à faire ça. Profiter de la lumière gratuite, c'est-à-dire la journée, normalement,
il y a du soleil, donc on n'a pas forcément besoin d'allumer les lumières. Ici, c'est le cas parce que justement, l'apport solaire ne permet pas une luminosité assez suffisante. Mais dans certaines classes, en fait, des fois, les professeurs, vous-même, quand vous travaillez, vous vous rendez pas forcément compte que la lumière est allumée. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas nécessaire. Dans ce cas-là, ce qui est optimal, c'est de l'éteindre. Voilà, et nettoyer les lampes et luminaires quand c'est possible permet d'augmenter l'efficacité lumineuse des luminaires, surtout quand c'est des tubes fluorescents. En général, dans les écoles, ça n'a pas encore été changé en LED, donc c'est assez important. Faire l'ensemble de ces mesures, ça permet d'économiser jusqu'à 60% d'économie sur ce poste, qui est quand même pas négligeable. Et sinon, au niveau bureautique, même si vous n'avez pas forcément à utiliser d'ordinateur pendant votre poste, je suis pas sûre, mais en tout cas, dans les écoles, il y a des salles informatiques, il y a des ordinateurs, donc ça nous semblait important, surtout que l'ADEME a fait une affirmation qui est que 75% des consommations du matériel informatique ont lieu en période d'inactivité. C'est-à-dire que 75% du temps, l'énergie dépensée, elle sert à rien. C'est juste en attente d'utilisation. Et dans ce cadre-là, il a été établi qu'un appareil en veille consomme on peut économiser, si on met un appareil en veille, 20 à 40% d'économie d'énergie. C'est quand même pas négligeable. C'est pour ça que systématiser la mise en veille quand on passe en pause café, quand on discute avec un collègue ou je sais pas, enfin diverses choses où en fait au final on n'est pas en train de travailler sur l'ordinateur, ça mine de rien ça permet d'économiser pas mal d'énergie. Également, éteindre un appareil, ça permet d'économiser quasiment 100% de l'énergie, pas entièrement, parce qu'en fait il y a de l'énergie résiduelle qui continue à aller dans le réseau. Et ça, pour enlever cette énergie résiduelle, il faudrait débrancher systématiquement. C'est pas forcément viable parce que bon, ça mettrait en péril la pérennité du câble et de la prise dans lequel c'est branché. Et donc, ce qu'on peut conseiller actuellement pour éviter ces dépenses d'énergie un peu, on va dire, inutiles, ce serait tout d'abord de supprimer les économiseurs d'écran, qui ne riment pas du tout avec économie d'énergie, parce qu'en fait, les économiseurs d'écran servaient, quand il y avait encore les écrans cathodiques, pour en fait augmenter leur durée de vie. Maintenant, avec les nouveaux écrans, ça sert plus du tout à rien, juste à faire joli. Et en plus, ça empêche la mise en veille de l'ordinateur. Donc c'est vraiment à bannir. C'est quelque chose de vraiment pas bien. Mettre les appareils en veille dès 5 minutes, comme je vous l'ai dit précédemment, ça permet vraiment d'économiser beaucoup. Baisser la luminosité de vos écrans dans la mesure du possible. Si vous avez l'écran, si vous êtes dos à la fenêtre et que vous avez la lumière du soleil qui arrive directement sur votre écran, effectivement, vous allez mettre votre luminosité au maximum. Mais quand vous êtes dans des situations plus ou moins optimales, baisser un peu la luminosité de votre écran permet d'économiser pas mal d'énergie. Faire l'ensemble de ces mesures, donc éteindre régulièrement, mettre en veille et baisser la luminosité, pour une utilisation d'écran, ça peut économiser jusqu'à 11% de l'économie d'énergie en général, pour un ordinateur. Donc c'est pas négligeable. Et donc, la solution qu'on a trouvée pour pouvoir éteindre vraiment les appareils et enlever la consommation résiduelle dont je vous ai parlé, c'est de systématiser les multiprises avec interrupteur. Du coup, au lieu d'avoir X appareils qui consomment 1 ou 2 kilowattheures plutôt, donc grammes d'énergie en résiduel alors que tout est éteint, et ben là ça va être juste le résiduel de une multiprise. Ça a été également remonté à la ville de Marseille.
finalement, sur les observations, hein, de garder en tête que l'air intérieur est 6 à 8 fois plus pollué que l'air ambiant, d'où l'importance de renouveler l'air, et que la pollution de l'air intérieur impacte non seulement la santé des occupants, mais aussi les conditions d'apprentissage. Et donc, il faut réellement que ces économies d'énergie respectent finalement le renouvellement d'air qui est absolument incontournable dans ce type d'établissement. Et les bonnes pratiques, du coup, c'est de mettre en œuvre et respecter une stratégie d'ouverture des fenêtres. Et on va distinguer réellement la période tempérée au cours de laquelle, en fait, ce qu'il faut, c'est ouvrir le plus souvent possible et le plus longtemps possible pour renouveler l'air de manière traversante. Et puis, en période froide, et on peut se limiter à des périodes de 5 à 10 minutes de manière traversante, au minimum 3 fois par jour, ou quand les concentrations en CO2 sont importantes. Et pour ça, on a les dispositifs de mesure de CO2 mis à disposition par la ville que vous pouvez utiliser. Et donc au niveau économie d'énergie, ce qui est important de retenir sur ce que j'ai dit, c'est que vraiment profiter du soleil, qui est une source gratuite de chaleur et de lumière, c'est vraiment important. Quand c'est possible, effectivement, hein, de toute façon, vous êtes sujet à jongler avec votre bâtiment. Se protéger de l'extérieur lors de périodes grises ou nocturnes, donc c'était histoire de fermer les volets quand vous en avez, sinon peut-être réfléchir à mettre en place des techniques d'obstruction. J'avoue que là j'en ai pas en tête. S'assurer de baisser voire éteindre les systèmes la nuit, donc on parle de lumière, de bureautique et également de chauffage. Prendre soin des systèmes mis en place, c'est-à-dire vraiment dégager les radiateurs, prendre soin des thermostats quand vous en avez et quand ils ne sont pas déjà cassés, prendre soin de la bureautique et nettoyer les lumières. Prendre l'habitude de fermer les portes en dehors des moments d'aération, effectivement pour éviter les courants d'air parasites et qui sont très inconfortables, et adapter quand on le peut sa garde-robe en fonction de la saison. Voilà, on a remarqué qu'en général, mettre en place toutes ces pratiques, ça peut être un peu chaotique et que nommer un référent sobriété, ça peut aider. Donc un référent sobriété pour éviter que ce soit trop lourd à porter, parce que en général, des fois les groupes scolaires sont quand même assez grands. Ça peut être plusieurs référents sobriété, ça peut être en alternance. Une fois c'est une semaine une personne, une semaine une autre, ou par mois, c'est vous qui choisissez. En fait, faut vous approprier la chose. Quand je dis vous, c'est pas que le personnel technique de la ville de Marseille. Ça serait bien que vous travailliez en coordination avec le personnel de l'éducation nationale. Des fois, les élèves sont heureux de participer à ce genre de mesures parce qu'ils se sentent impliqués. C'est le lieu où ils sont vraiment le plus pendant les périodes scolaires. Donc, en fonction des élèves que vous avez en face, en général, il y en aura au moins un ou deux qui seront partants. Voilà. Après, on sait que des fois, c'est un peu en tension avec l'éducation nationale pour discuter de ce genre de choses. Il y a des préventeurs qui normalement font partie de ces séances de formation qui vont prêcher la parole au niveau de l'éducation nationale. Actuellement, c'est trop à grande échelle pour vraiment aller voir les professeurs directement. Ça a été mis en place très rapidement et donc ça demande beaucoup plus d'organisation pour aller voir le personnel d'éducation. Mais c'est peut-être quelque chose qui va se faire plus tard.